Dans cette section, on va voir comment les fonctions sont particulières lorsqu'on considère la programmation fonctionnelle, et c'est ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur. On parle parfois de citoyens de première classe pour décrire quels sont les privilèges accordés à certains types de constructions dans les langages de programmation. Alors concrètement, quels sont ces privilèges des citoyens de première classe? Le premier des privilèges qu'ont ces citoyens de première classe, c'est de pouvoir être passés comme argument des fonctions. Le deuxième privilège est celui de pouvoir être nommé dans une variable. Le troisième privilège, quant à lui, consiste à pouvoir être retourné comme résultat des fonctions. Et quatrièmement, les citoyens de première classe peuvent être incorporés dans des structures de données. Dans les langages fonctionnels, comme les fonctions sont des citoyens de première classe, elles ont certains privilèges. On va ici considérer ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur. Alors les fonctions d'ordre supérieur, c'est des fonctions qui reçoivent des fonctions en argument ou qui retournent des fonctions. Alors concrètement, ça sert à quoi? Regardons par exemple ici, on a la définition de la dérivée d'une fonction f, qui s'appelle f' en un point x0. Alors vous avez à droite la définition mathématique de ce que c'est la dérivée, mais vous voyez que pour pouvoir définir f' ici, il faut pouvoir avoir comme argument une autre fonction. Alors concrètement, imaginons ici qu'on ait une première fonction, square, une deuxième fonction, twice, qui va simplement retourner l'argument fois 2, et square va retourner l'argument fois lui-même. Pour pouvoir faire la dérivée, on a ici besoin de pouvoir passer comme argument f quelque chose qui reçoit un double et qui produit un double. Ça, c'est une fonction. Donc on va passer comme argument à la fonction une autre fonction, avec ici d'autres arguments, le point où on veut évaluer et le dx. Et la dérivée va être simplement reprise depuis la définition qu'on a ici à droite, en disant qu'on va avoir f de x plus dx. On va donc ici évaluer la fonction, ce f c'est celui-là, on va évaluer la fonction au point x plus dx, auquel on va retrancher l'évaluation de la fonction au point f de x, le tout divisé par dx. Et puis, si on a un dx suffisamment petit, on peut faire la dérivée, comme vous allez le voir maintenant sur la vidéo qui s'affiche ici à droite. On retrouve ici les deux fonctions, square et double, que j'ai définies. Donc la dérivée de square va être 2x, et quant à la dérivée de double, ça va être une constante qui va valoir 2. J'ai ici ma fonction dérivée, et puis mon dx suffisamment petit. Et je vais maintenant appeler dérive. Donc le premier argument de dérive que je dois lui donner, c'est ici une fonction qui prend un double et qui retourne un double. Donc je vais lui donner ma fonction square. Je vais évaluer ma dérivée en un point, donc imaginons à 3, et je lui passe mon dx comme argument final. Donc la dérivée de 2x à 3 devrait nous donner normalement 6, ce qui est le résultat correct, à quelques détails près qui sont dus à l'évaluation numérique de la dérivée. Si maintenant je dérive ma fonction double au même point, je devrais trouver normalement 2, ce qui est le cas également. Si j'évalue maintenant à 6 par exemple, je vais trouver également 2 comme valeur, parce que c'est une constante. Donc ça, c'est la dérivée avec des fonctions qu'on a définies nous-mêmes. Il existe également des fonctions en ce cas-là qui sont prédéfinies, comme math.sin. Et si j'évalue math.sin en 0, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Évaluée en 0, ça va me donner 1. L'un des autres privilèges des citoyens de première classe, c'est de pouvoir stocker dans des valeurs. Donc dans un langage fonctionnel, on va pouvoir stocker des fonctions dans des vals. Ici, j'ai un exemple d'une val, inc, dans laquelle je vais stocker une fonction. Cette fonction ici est une fonction qu'on appelle anonyme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom encore en tant que telle, et ça se lit comme ça. Donc on a ici, c'est une fonction qui reçoit x1 entier et qui retourne x plus 1. La deuxième définition ici d'une val, c'est times2,
qui est une fonction qui reçoit x un entier et qui retourne x fois 2. On a ensuite la définition d'une val avec une expression standard dont le type sera entier. Puis, on va mettre dans y ici le résultat de l'évaluation de la fonction incr, qui est donc la fonction définie ici en haut, qui est appelée avec comme argument x. On peut chaîner, bien entendu, les appels, comme ici, qui font en fait référence aux fonctions qui ont été définies dans les vals au-dessus. Petit mot d'attention, ici on a une fonction square qui n'est pas une fonction anonyme. Hein. Et puis on peut vouloir essayer de mettre dans une val, ici w, la fonction elle-même. Alors on ne peut pas le faire directement comme ça, on va voir dans quelques slides la solution ici à la résolution de ce problème de syntaxe. Revenons un petit peu sur la définition de fonction sans nom. Il se trouve qu'en programmation fonctionnelle, on a souvent beaucoup de petites fonctions qui sont définies dans notre code. Et parfois, leur donner un nom peut être un processus qui est un peu rébarbatif, on n'a pas toujours des idées pour trouver des noms intéressants, et puis ça prend du temps de faire ça également. Et du coup, la programmation fonctionnelle nous permet de définir des fonctions anonymes, qu'on appelle également des fonctions lambda. Alors ces fonctions lambda, il faut vraiment les considérer un peu comme les valeurs littérales pour la programmation fonctionnelle. C'est un peu la même chose que de définir des choses comme ça. Donc ici, vous avez une valeur littérale pour un string dans un langage impératif. Dans les langages fonctionnels, eh bien, on en utilise tellement que eh bien, les fonctions anonymes sont un petit peu comme des valeurs littérales. On a ici quelques exemples de fonctions anonymes. Cette première fonction anonyme, eh bien, ici, reçoit un double et produit le double au carré. Et vous voyez que l'évaluation par le compilateur de cette fonction anonyme nous donne un résultat, si on met ça dans une REPL, qui est une fonction de type double vers double. Si on a des fonctions à plusieurs arguments, comme c'est le cas ici au point 2, eh bien, cette fonction qui prend x un double et y un entier va produire le résultat x plus y fois 2. Et le type de cette fonction, eh bien, vous l'avez ici dessiné. Une remarque maintenant sur la nature des fonctions anonymes. Les fonctions anonymes sont en réalité ce qu'on appelle un sucre syntaxique. Alors qu'est-ce que c'est un sucre syntaxique? Eh bien, c'est une facilité offerte par le compilateur pour nous permettre d'écrire moins de code. Lorsqu'on va définir une fonction anonyme, comme celle-ci, donc une fonction anonyme dans sa forme générale, eh bien, c'est une paire de parenthèses suivie d'un certain nombre d'arguments d'un certain type. Les types peuvent être différents, bien entendu, suivi d'une flèche, et finalement une expression. Voilà la définition d'une fonction anonyme telle que le permet le langage Scala. Eh bien ça va être remplacé par le compilateur par une expression équivalente qui se trouve ici en dessous, qui va consister à ouvrir un bloc, mettre le mot-clé def, puis un nom de fonction qui sera un nom frais, c'est-à-dire un nom qui n'est pas encore utilisé dans la portée actuelle. Le compilateur va ensuite reprendre ici tous les paramètres de la fonction. Alors je vais prendre une autre couleur ici pour faire ça. Le compilateur va reprendre cette partie-là, va la recopier en dessous, rajouter une parenthèse, suivi du symbole égal, suivi de E, qui est la partie qui se trouve à droite dans la partie anonyme. On va ensuite avoir l'appel de la fonction elle-même, f, dans le bloc. Donc les deux définitions sont strictement équivalentes, et c'est ça le sucre syntaxique offert par les fonctions anonymes en Scala. Dans cet exemple, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment on peut utiliser des fonctions d'ordre supérieur pour factoriser notre code et le rendre plus élégant. Imaginons tout d'abord, pour commencer, que je souhaite faire une fonction qui va calculer la somme entre a et b di. Alors pour faire ça, on va utiliser une fonction récursive, qu'on peut appeler SumInt, qui va prendre un entier a et un entier b, et produire un double. Alors pourquoi un double? On le verra tout à l'heure, parce que je vais faire plusieurs fonctions.
Du coup, cette fonction récursive, eh bien, elle doit avoir une condition d'arrêt. Si a est plus grand que b, ça vaudra 0. Et autrement, eh bien, je vais évaluer ça à a plus somme de int a plus 1, qui va me faire augmenter ma récursion de un niveau pour que a augmente jusqu'à b. Et puis, le deuxième argument sera b. Testons si cette fonction fonctionne correctement en faisant la somme des entiers entre 3 et 5. Donc on va faire 3 plus 4, 7, plus 5. Ça devrait donner normalement 12. Vous voyez, la fonction a un comportement correct. On peut écrire une deuxième fonction. Imaginons qu'on souhaite maintenant calculer la somme entre a et b des i au cube. Eh bien, je peux pour ça me baser sur la fonction qui est en haut et créer une fonction SumCubes qui va retourner a fois a fois a, soit a au cube, et faire la somme sur le même principe. On peut appliquer ça une troisième fois pour la somme des réciproques. Ici, on voit l'intérêt d'avoir un double, du coup. Vous voyez, pour ça, ici, il faut que ce soit un double pour pouvoir faire cette somme. Et avec ça, eh bien, je vais calculer la somme des 1 sur i. Vérifions juste que tout est en ordre. Donc, si je fais la somme des cubes entre 1 et 3, ça doit me donner 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, ce qui devrait donner normalement 36. C'est le cas. Et la somme des réciproques, si tout va bien, j'ai fait le calcul avant, ça devrait donner 1,83 périodique, ce qui est le cas également. Très bien. Alors comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ce code? On peut observer tout d'abord que ces trois fonctions qui sont là, en fait, sont toutes des instances particulières de quelque chose de plus général qui est la somme de a à b des f de i. Avec f ici qui est la fonction à identité, la fonction au cube et ici la fonction 1 sur i. Donc on peut écrire une fonction d'ordre supérieur qui va faire cette somme ici en prenant la fonction en argument. Alors comment est-ce qu'on définit ça? Eh bien, on pourrait faire une fonction somme générale qui va prendre une fonction qui à un entier fait correspondre un double, a un entier, b un entier. L'autre fonction générale va également produire un double. Et puis, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, on va y mettre quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Simplement, ici, on va appliquer f la fonction à l'argument a. Vous voyez ici, on a à chaque fois une fonction qu'on applique, auquel on va rajouter somme, la fonction ici récursive, à laquelle on passe notre fonction, qui est toujours la même, a plus 1, et b. On a donc ici une fonction générale. On peut utiliser cette fonction générale dans les autres pour du coup faire usage de ce somme. Donc la somme des entiers, c'est simplement l'appel à la fonction somme qui à x fait correspondre x. Ça c'est la fonction identité, c'est une fonction anonyme ici ou une lambda. Pour les cubes, eh bien ça va simplement être x fois x fois x. Quant à la somme des réciproques, eh bien, ça va être 1 sur x comme fonction qui est passée en argument. Donc ça, c'est bien une fonction. Si maintenant j'exécute, eh bien, on voit que le résultat est le même, et au final, j'ai pu factoriser mon code, le rendre plus flexible, et plus élégant aussi, par l'usage d'une fonction d'ordre supérieur.